Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, député des Alpes de Haute-Provence, président du groupe LREM à l'Assemblée. Vous avez fait la campagne de 2017, vous étiez déjà dans le réacteur à l'époque. Vous nous direz d'ailleurs quelle différence peut-être entre les deux campagnes. Mais ce matin, à 48 heures du scrutin, la peur d'un accident électoral pour Emmanuel Macron semble avoir saisi la grande famille, la famille macroniste. Sincèrement, vous, est-ce que vous êtes inquiet ? Sincèrement, non. Mais est-ce que je suis représentatif et objectif ? Non. Toute la semaine, avec de nombreux ministres, avec de nombreux responsables de la majorité, nous avons fait des meetings tous les soirs où on rencontre de la ferveur, du mouvement, de la volonté. Mais en même temps, pour répondre à votre question, c'est délicat. Parce que si je vous dis non, tout va bien, je peux apparaître avec une forme d'arrogance. Et si j'assume la part de légitime doute qu'on peut avoir sur le résultat d'une élection, je pourrais paraître fébrile. Mon sentiment est qu'aujourd'hui, nos concitoyens sont des gens sérieux, qui savent par exemple qu'on ne pourra pas confier la responsabilité de l'armée ou de la diplomatie de notre pays à des gens qui sont alignés sur Vladimir Poutine. Alors, ils ne le savent pas tous, puisque les intentions de vote pour Marine Le Pen n'ont jamais été aussi élevées. Ce matin, Emmanuel Macron, candidat dans le Parisien, il répond aux lecteurs, on va voir la une, dit « Marine Le Pen ment aux gens ». Il ne suffit pas de dire qu'elle ment pour que ce soit vrai. Pourquoi elle mentirait ? D'abord, il tente de le démontrer. Si vous voulez, je vais tenter de le démontrer aussi. Ce que je constate chez Marine Le Pen, c'est qu'au fond, elle est constante dans ses valeurs, des valeurs qui la classent à l'extrême droite de notre pays, même si elle a une méthode pour conquérir le pouvoir qui consiste à cacher ce qu'elle est réellement. Et du coup, elle est totalement inconstante sur son projet politique. Et donc, elle peut promettre tout et n'importe quoi. Il faut être sérieux. On ne peut pas promettre la baisse des charges, la baisse des impôts, la baisse de la TVA, de travailler moins dans notre pays et penser que cela se fera sans augmentation d'impôts. Et donc oui, en cela, elle ment aux Français. J'attends des responsables politiques qu'ils disent clairement les choses. Quand vous faites des choix, il y a des dépenses, mais il y a des recettes aussi. Ouais. Il faut les assumer. Alors, globalement, la perception que les Français en aient, c'est que c'est une femme... une candidate à la présidentielle rassurante, protectrice pour le pouvoir d'achat. 29% des Français la jugent sympathique, juste derrière Emmanuel Macron à 32%. C'est une étude de la Fondation Jean Jaurès. C'est ça la perception aujourd'hui d'une Marine Le Pen qui a quoi ? Qui a réussi à convaincre les Français qu'elle serait finalement le meilleur bouclier pour leur pouvoir d'achat. C'est un échec pour vous ? D'abord, attendons dimanche, et si elle était qualifiée dans 15 jours, pour savoir si elle a réussi à convaincre les Français. Je suis intimement convaincu que ce ne sera pas le cas. Mais tout simplement parce que elle peut pas la gagner, politique est faite de crédibilité. Dans une élection, tout est toujours possible. Non, vous venez de dire, je suis convaincu qu'elle ne pourra pas gagner. Je vous donne mon sentiment. Après, vous me posez la question si, d'un point de vue théorique, elle peut gagner. Dans une élection, tout est toujours possible. Mais ce n'est pas mon sentiment. Mon sentiment est que les Français entendent les sirènes, mais au moment du vote, sont réalistes sur le fait de dire qu'il y a d'un côté un candidat, Emmanuel Macron, qui par exemple s'engage sur une baisse des impôts de 15 milliards, qui est crédible, parce que pendant 5 ans, nous avons baissé les impôts des Français et des entreprises de 50 milliards, 25 sur les Français, 25 pour les entreprises. Il y a aujourd'hui un candidat qui prend des engagements, comme par exemple la suppression de la redevance audiovisuelle, ce qui est crédible parce que nous avons supprimé la taxe d'habitation. En cela, la crédibilité au moment du vote est essentielle. Marine Le Pen ne l'a pas. Quel est le sens, par exemple, de cette mesure ? Vous dites effectivement, en 2017, il a promis la suppression de la taxe d'habitation, il l'a fait. Là, il supprime la redevance. C'est démago ? C'est-à-dire, quel est le sens de cette réforme fondamentale ? C'est donner du pouvoir d'achat aux Français sur un impôt qui est injuste. La taxe d'habitation était un impôt injuste selon la commune où vous habitiez, et quels que soient vos revenus, vous payez des impôts plus ou moins chers sans prendre en compte vos propres revenus. Alors je pense que la fiscalité, elle doit prendre en compte la richesse de chacun pour contribuer plus quand on est plus riche et moins quand on est moins riche. Et donc c'était un impôt imbécile. Nous l'avons supprimé. La redevance aujourd'hui, qui était adossée sur la taxe d'habitation, que nous avons supprimé, n'a plus de sens non plus. Il faut garantir un financement pour le service public audiovisuel, mais il faut donner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. On reviendra sur le programme, mais la difficulté aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est que 27% des Français pensent que le président ne les comprend pas. Il paraît peu empathique. Avec nous, disait le slogan au début de la campagne. En fait, il semble loin d'eux. Qu'est-ce que vous avez raté ? Il a fait une campagne trop courte ? Trop déconnecté ? J'ai aussi noté cette semaine que 44% des Français, et c'est un chiffre historique, considéraient qu'il avait été un bon président pour notre pays. Aujourd'hui, ne regardons pas les études d'opinion. Attendons le résultat, c'est dimanche. Et ne nous prononçons pas sur les sondages. Mais est-ce que nous avons tout bien fait ? Est-ce qu'il a tout bien fait ? Est-ce que nous avons tout réussi ? La réponse est non.
Mais nous avons fait Oui. beaucoup. C'est notre bilan. Et je pense que c'est une forme de crédibilité pour poursuivre pendant 5 ans. Mais encore une fois, ils se disent, ils parlent à Poutine, ils ne nous parlent pas à nous. Est-ce que Ça, vous c'est avez un déjà ressenti que vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main pour une partie des Français. Oui, mais ce sont les mêmes Français qui, à 44%, disent qu'il est un bon président. Et donc, ceux-là pensent aussi qu'il leur a parlé. Il peut être un on bon a président, mais... rarement eu un président Ouais. qui a été au contact sur le terrain des Français, qui a multiplié les déplacements. Le grand débat national a été un moment où il y a eu plus d'une centaine d'heures de discussions, d'échanges avec les maires, avec les Français, avec les jeunes. Et il n'a jamais cessé de multiplier les échanges, quelquefois d'ailleurs en s'exposant à des risques. Il a fait peu Chacun s'en campagne, souvient. Christophe Castaner, c'est comme ça, on peut le comprendre. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu ses coups de fil effectivement à Vladimir Poutine, à Volodymyr Zelensky. Il a été accaparé par la crise ukrainienne. Le résultat, c'est qu'il a fait peu campagne. Il lui a manqué du temps, il lui a manqué de l'espace. Ah, mais de toute façon, s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, s'il n'y avait pas eu la gestion sanitaire de la Covid, il est clair qu'il serait parti en campagne plus tôt, il le reconnaît lui-même. Vous savez, je connais bien Emmanuel Macron, je sais combien il aime les gens, combien il aime ces moments de campagne, ce contact avec les Français, et je peux vous dire que lui aussi, il a subi ce calendrier qui était imposé. Mais parce que je le connais bien, je sais aussi qu'il voulait consacrer toute l'énergie disponible possible pour tenter de préserver la paix et pour trouver un chemin de paix et de cessez-le-feu en Ukraine. C'est quand même une guerre qui se déroule en Europe, qui peut avoir des impacts sur l'ensemble du territoire européen demain et sur lequel il faut un président qui soit à la manœuvre. Les Français l'ont vu à la manœuvre, ils l'ont vu aussi pendant la campagne. Il était ces jours-ci dans une place de village en Bretagne. Il était samedi dans un grand meeting, le plus grand meeting qui a été réalisé pendant cette campagne, c'est lui qui l'a réalisé Mais aussi. il avait quand même peu de temps. Indépendamment de ce problème de temps et de contexte international, il y a une autre difficulté, c'est que les équipes de LRM avaient promis un programme waouh, comme on dit maintenant. Waouh! Il va se réinventer d'ailleurs, il l'avait dit lui-même. Il va faire des propositions innovantes. La seule proposition que les Français alors ont bien comprise, c'est la retraite à 65 ans. Sont où les innovations ? D'abord, si vous regardez les propositions, et comme je vous sais attaché, et depuis le début de notre entretien nous en parlons, la perception par nos concitoyens de toute une série de propositions qui sont faites sont perçues positivement par les Français, les propositions du candidat. Nous portons un projet clair, un projet honnête, un projet réaliste parce que réalisable. Je renvoie sur les promesses fantaisistes que peuvent faire tel ou tel par rapport à cela. Il y a des mesures qui sont des révolutions. Celle de l'école, par exemple, celle de la santé, de la gouvernance de nos hôpitaux. Il y a la volonté de transformer en profondeur l'enseignement professionnel pour aller vers plus d'efficacité. Et là aussi, nous sommes crédibles parce que nous avons transformé l'apprentissage et nous avons fait en sorte de doubler le nombre d'apprentis. Donc, quand on est passé de 290 000 apprentis dans notre pays à 720 000 aujourd'hui, nous sommes crédibles quand nous disons Alors, on en veut 1 million on va pas pour notre pays. tout mélanger. L'école, puisque vous m'amenez sur ce terrain, Je ne juste mélange l'école. pas, vous parlez de propositions, je Oui. tente de vous en Non, porter mais quelques-unes. pardon, mélanger. Je voudrais qu'on s'arrête sur certaines propositions. Voilà ce qu'il dit. Je veux répondre au syndrome de la salle des profs, où celui qui se démène est parfois moqué par celui qui fait le minimum syndical. Ça, c'est une phrase d'Emmanuel Macron rapportée dans le journal Le Monde. Pardon, mais c'est pas Café du commerce. Vous comprenez ce que les enseignants peuvent percevoir de mépris quand ils cherchent à les diviser comme ça, en faisant ce tableau de la salle des classes, de la salle des profs? Mais vous savez, ce syndrome qu'il cite, c'est celui que les enseignants citent eux-mêmes. Donc je ne pense pas qu'ils soient choqués par leurs propres paroles, leurs propres sentiments qu'ils rapportent au quotidien. Et je fais des déplacements, nous sommes des déplacements, nous l'entendons. Et ce qu'ils proposent, c'est un nouveau pacte avec les enseignants, y compris pour des revalorisations salariales massives. Nous avons fait un bout du chemin, mais nous savons qu'en France, notamment en entrée de carrière, nous sommes à 7% environ de niveau de salaire inférieur au reste de l'OCDE. Ça a été augmenté, près de 160 € sur le budget 2022, par exemple, pour les enseignants qui rentrent en début de carrière. Nous devons progresser, aller à minima à 2 000 € net par mois. Alors, c'est de cela dont il y a la parle question de Emmanuel la Macron. rémunération. Tous les candidats proposent de rémunérer mieux les enseignants. Vous ne nous distinguez pas là-dessus. Mais en revanche, il veut engager une révolution copernicienne, puisque les enseignants pourront choisir leurs établissements et les chefs d'établissement pourront choisir les enseignants. Mais vous faites ça comment ? C'est quoi la méthode ? Il y a une concertation qui s'engage. C'est un tel chantier. Il ne nous explique pas comment il fait. Si, Il y a des intentions. Mais vous sans avez méthode. raison, c'est un tel chantier. C'est la raison pour laquelle il souhaite qu'il soit débuté dès le début du quinquennat. Et pour le réussir, il faut effectivement concerter avec les enseignants eux-mêmes, qui sont à la manœuvre au quotidien, tous les jours, avec le courage que l'on connaît. Et puis il y a aussi les parents, les élèves, les maires, les collectivités locales avec lesquelles nous devons construire ce projet de territoire.
Mon sentiment est qu'on enseigne sur le corpus national, qui doit rester celui de l'éducation nationale, mais on adapte au plus près du terrain. On n'enseigne pas de la même façon d'un arrondissement à l'autre à Paris, dans les quartiers nord de Marseille, à Beauvais. La concertation, elle commence dès après l'élection, enfin à peu près. C'est une des priorités avant l'été. Avant l'été. Il veut ouvrir un débat, d'abord national avec les syndicats sur la question de la valorisation du métier des enseignants, puis construire ce projet territorial, territoire par territoire, à la fin de l'été avec l'ensemble de ces acteurs. Je crois qu'il ne s'agit pas de mettre en cause le caractère national de l'éducation, mais il s'agit de trouver des solutions qui s'adaptent à la fois au territoire, mais aussi aux enfants, au parcours des enfants. Nous avons fait beaucoup avec, par exemple, le dédoublement des classes dans les quartiers les plus difficiles de France, mais il faut aller plus loin dans cet accompagnement individuel. Alors, il n'empêche, Christophe Castaner, vous êtes en train de perdre votre voix quand même un peu. Hein, là. Vous avez harangué, je ne sais pas dans quel le Tour de meeting. France, Bref, le Tour de France allez, encore un petit marchés. effort. Ce qui ressort, Christophe Castaner, c'est, je le dis encore, la retraite à 65 ans et le RSA. Vous dites dans les sondages, c'est bien perçu. Mais ça ne fait pas rêver. Ça n'emmène pas. Ce sont des mesures, alors elles ne sont pas des magots, je vous l'accorde, mais elles sont douloureuses aussi. Est-ce que ça emmène, ça? C'est ce qui ressort. Je reprends votre expression, ça ne fait pas rêver. Non. Effectivement, il y a des candidats qui veulent vendre du rêve. Mais nous sommes confrontés à des réalités. Si nous voulons augmenter le minimum de pension à 1 100 €, il y a deux solutions. Soit vous augmentez les charges, soit vous augmentez les impôts des Français. Nous voulons aucune des deux. Et donc, il nous faut travailler plus. Il faut qu'il y ait plus de gens qui aient du travail. Et nous sommes dans la perspective du plein emploi, et c'est une excellente nouvelle. Et en même temps, il faut travailler plus dans la durée pour accompagner aussi le vieillissement de la population, en prenant en compte les situations individuelles. Mais c'est effectivement ça, le courage politique. C'est beaucoup plus facile d'expliquer que vous allez baisser les impôts, baisser les charges et augmenter les pensions, et en ne disant « Ah non, mais il n'y aura aucune mesure de contrainte ». Mais les Français ne sont pas couillons, ils ne croient pas cela. Donc oui, nous assumons des mesures qui peuvent être critiquées, qui peuvent être impopulaires, mais si nous voulons avoir une réforme globale, avec une valorisation des pensions à 1 100 € minimum, avec la fin des régimes spéciaux, nous devons aussi accepter de travailler plus. Et les Français ont vu l'argent magique. Les Français ont vu que ce qui paraissait impossible l'est devenu sous la pression de la crise Covid. Par exemple, il fallait financer l'accompagnement des Français. Les Français font la différence entre l'exceptionnel et le permanent. Oui, je crois. Moi, je crois qu'il faut faire confiance aux Français. Non, mais au-delà de ça, évidemment, vous n'allez pas me dire le contraire. Mais vous pensez que les Français, ils pensent vraiment qu'on ne peut plus ouvrir les vannes alors qu'on l'a fait après avoir dit que ce n'était pas possible? Vous savez, les Français, à chaque fin de mois, ils savent combien ils ont touché dans leur salaire, dans leur rémunération familiale, combien ils peuvent dépenser. C'est un peu la même chose pour l'État. Ou alors on peut considérer qu'on laissera à nos propres enfants le soin de payer nos dettes. Mais quand on est citoyen, on le refuse pour soi-même. Vous ne sentez pas la colère. Il nous faut sur ce sujet. Vous ne sentez pas la colère. Vous ne sentez pas les gens qui disent « mais moi j'en peux plus », les classes moyennes qui disent « j'ai pas assez alors que d'autres ont ». Mais je l'entends et nous l'accompagnons le mieux possible quand nous mettons en place par exemple le bouclier tarifaire qui mobilise 20 milliards, et je reprends votre expression peut-être d'argent magique, c'est parce que nous savons qu'il faut répondre immédiatement à une urgence. Mais en même temps, je préfère construire des politiques. Accompagner les Français pour isoler leur logement. Nous l'avons fait pour 1 million de logements pendant ce quinquennat, nous devons aller plus loin. Les accompagner pour changer de voiture. Nous l'avons fait aussi pour 1 million de foyers. Mais nous devons faire en sorte, par exemple, parce qu'elles sont chères aujourd'hui, les véhicules électriques puissent être abordables avec un phénomène de leasing à moins de 100 € par mois, parce que la meilleure économie, c'est de ne pas dépenser. C'est une nouvelle proposition. Non, c'est dans le programme qu'a présenté Emmanuel Macron. C'est une location 100 € par mois, 100 € par mois, d'une voiture électrique. Vous savez qu'aujourd'hui... Ça fait pas mal quand même sur l'année, hein. C'est cher. Ah oui, mais le prix d'une voiture en France est élevé et ce n'est pas propre à la France seulement. Mais le prix d'une voiture électrique aujourd'hui, même avec le dispositif des aides, peut s'adresser à des gens comme vous et moi, mais ne s'adresse pas forcément à tous les Français qui achètent des voitures d'occasion. Et donc nous avons aidé 1 million de Français à changer de modèle de voiture, parce que la meilleure économie, c'est sur l'argent que vous ne dépensez pas. Mais effectivement, comme pour les plus fragiles et qui ont besoin de leur voiture, il faut faire des efforts, nous mettrons en place un service public qui garantira la possibilité de louer un véhicule de type véhicule électrique à environ 100 € par mois. 100 € par mois, donc et évidemment pas de dépenses de carburant. Aujourd'hui, vous savez comme moi que 100 €, c'est le prix d'un plein. Tiens, la réforme des retraites, j'y reviens. Quand? Dès l'été? Vous la faites voter dès cet été?
Ou c'est par ordonnance? Ce ne sera pas par ordonnance. Ce ne sera pas par ordonnance. Le candidat l'a déjà annoncé. Il souhaite qu'il y ait une concertation avec les partenaires sociaux, mais que nous puissions la débuter très vite, dès l'été, effectivement, et que le texte de loi puisse être... C'est la concertation qui commence ou c'est le texte soumis à l'Assemblée dès l'été? On pourrait imaginer de faire la loi avant de concerter, mais on risque de nous le proposer, de nous le reprocher. Donc on va commencer par faire la concertation pendant l'été, assez vite, pour que ce texte de loi qui mette en vigueur nos objectifs sur lesquels, je le souhaite, le candidat sera élu, mais aussi les éléments de mise en œuvre discutés avec les partenaires sociaux à l'automne. L'affaire McKinsey, on va en parler parce que ça a quand même percuté la campagne, votre campagne. C'est une affaire qui trouble. Il y a une question à laquelle Emmanuel Macron n'a pas répondu, si elle lui a été posée. Il dit le recours est justifié. Le recours au cabinet de conseil est justifié. La question, c'est de savoir que, compte tenu des sommes engagées, les Français ont été frappés, 900 millions en 2021, quelle a été l'efficacité des cabinets de conseil? En quoi ont-ils servi les Français, précisément? Alors, vu que vous donnez quelques chiffres, il faut juste avoir en tête que l'affaire McKinsey, quand on en parle, c'est environ 16,5 millions d'euros pour McKinsey. Non, mais je le dis parce que on sait bien, candidat président sur TF1. Ça représente à peu près 0,27% de la masse salariale de la fonction publique d'État. Alors, le recours au cabinet de conseil, en quoi cela a-t-il été utile aux Français? Il faut l'évaluer mission par mission. Vous savez, j'ai été maire pendant 16 ans. J'ai très régulièrement fait appel, comme tous mes collègues maires, à des structures spécialisées qui m'accompagnaient. Par exemple, sur des documents essentiels comme l'urbanisme, pour faire un plan local d'urbanisme. Et je peux faire la démonstration sur chacune des commandes que j'ai passées de l'utilité. Et quand ça n'était pas utile, il faut savoir râler et râler très fort. Les ministres, les administrations ont aussi cette obligation. Mais est-ce que vous affirmez que ces 893 millions ont été utiles? Je ne vais pas l'affirmer. Est-ce que ça a été vérifié? Je ne vais pas l'affirmer. Alors, je ne vais pas l'affirmer parce que ce serait une totale absence de crédibilité de vous dire ça, parce que je n'ai pas connaissance de la totalité des commandes passées par les différents ministères et les différentes administrations publiques. Mais ce que je sais, c'est que l'État contrôle aujourd'hui les missions qu'il confie. Ça se passe dans le cadre d'un marché public avec un cahier des charges. Et si le cahier des charges n'est pas atteint, à ce moment-là, vous pouvez résilier et voire ne pas payer l'entreprise qui fait la prestation. Vous étiez au cœur de la campagne, je disais tout à l'heure, en 2017. Auprès d'Emmanuel Macron. Quelle est la différence avec celle-ci? D'abord, le fait de porter une campagne sur un bilan qui nous donne de la crédibilité, mais qui ouvre aussi sur une part de critique parfaitement légitime, mais qui du coup conforte aussi les propositions que l'on peut porter en matière de rénovation de logements, en matière de changement de modèle de voiture, si je prends les exemples que nous avons donnés. Mais aussi la conscience d'un besoin plus fort encore d'Europe. En 2017, nous portions l'ambition européenne, et vous vous souvenez que Marine Le Pen avait tenté de faire de l'entre-deux tours un référendum pour ou contre l'Europe. Aujourd'hui, la différence, c'est que je suis convaincu que les Français savent que nous avons besoin d'une France forte dans une Europe puissante en matière de souveraineté internationale, en matière de souveraineté alimentaire, en matière de souveraineté énergétique, qui sont les combats que nous avons devant nous. Vous avez théorisé depuis longtemps avec Emmanuel Macron la confrontation entre progressistes et nationalistes. C'est la candidate idéale pour vous? Non. Et d'ailleurs, comme adversaire d'Emmanuel Macron? Je veux dire, quand vous êtes président sortant et candidat, il ne faut pas faire campagne en fonction de vos adversaires. Il faut faire campagne en fonction du projet que vous voulez porter. Et donc, quels que soient nos adversaires, il y en a 11 aujourd'hui. Cette confrontation de projet à projet, c'est la plus importante, la plus intéressante? Non, mais vous savez, il y a quelques semaines, vous m'auriez dit vous avez peur de Valérie Pécresse, et je vous aurais répondu exactement la même chose. Je ne demande pas si vous avez peur, je vous dis c'est pour vous, c'est ce qu'il y a de plus structurant, de plus intéressant, de plus important. Moi, je veux dire, le plus important, c'est d'avoir un débat entre républicains. Et je considère que Marine Le Pen n'est pas une candidate républicaine et qu'elle est une candidate qui a utilisé une cape de banalité pour cacher ce qu'elle est, mais dans ses valeurs, elle reste anti-républicaine. Elle n'est pas une candidate comme les autres. Non, parce que je pense... Elle reste différente. Bien sûr, parce que la réalité, ça n'est pas forcément la campagne de communication. Et donc, nous sommes, vous et moi, suffisamment attentifs pour savoir que le changement de vitrine n'enlève rien à ce qui structure le Front National, le clan familial des Le Pen depuis les années 60. Il n'empêche, il y a une question à laquelle vous ne pouvez pas échapper, c'est la responsabilité. Dans la puissance du camp incarné par Marine Le Pen, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, le camp populiste, il a déjà gagné sous ce quinquennat. Il a encore gagné de l'audience. Quelle est votre responsabilité ? Alors, il a gagné de l'audience, vous avez raison, et d'ailleurs, on a, je crois, vous et moi, une responsabilité partagée, mais j'assume parfaitement notre part de responsabilité. Il surfe sur des peurs.
les peurs qui existent. Il y en avait une structurante en 2017, c'était la peur du chômage, la peur d'être victime de la mondialisation, parce que nous avons mené un combat courageux à certains moments contre de nombreuses oppositions. Nous sommes dans la situation aujourd'hui où le taux d'emploi est le meilleur de celui que nous connaissons depuis l'histoire de ce taux dans notre pays. Mais il y a d'autres peurs. La peur, par exemple, aux virus qui se sont propagés et surfer sur des fake news, des on-dit. C'est toujours plus facile pour les populistes. Il y a la peur de la guerre et ce qui se passe en Ukraine. Et là aussi, surfer sur ces peurs, c'est toujours plus facile. Il est difficile d'être dans l'exercice du pouvoir. Mais quand vous le faites et que vous assumez les combats comme nous l'avons fait, notamment dans la conquête du travail, je crois que les Français sont sérieux et savent faire des choix. Pourquoi dites-vous que la responsabilité est partagée entre vous et moi ? Vous avez parlé de la perception, de l'émotion et de la place dans le débat. Je pense que les journalistes ont aussi leur responsabilité dans la place qui est accordée au débat. Par exemple, à Éric Zemmour, où pendant 2-3 mois, il était omniprésent. Je pouvais être invité sur un plateau et je passais 20 minutes des 25 minutes de l'invitation à parler d'Éric Zemmour. Et peut-être que nous aurions pu parler d'autres sujets. Mon combat contre le Front National est constant chez moi, je l'ai toujours mené. Il y a eu des moments, je peux vous dire, Madame Martichaud, qu'il y a eu des moments où, dans des émissions entières, je n'avais pas l'occasion d'en parler. Je pense qu'il ne s'agit pas, dans notre communication, de penser que nous sommes seuls acteurs. Mais je prends toute ma part, comme politique, de responsabilité. Je peux vous dire, et vous comprendrez, vous auriez pu imposer des débats. Voilà, vous n'avez pas réussi à imposer d'autres débats. Mais vous savez pourquoi ? Celui imposé par Éric Zemmour. C'est ça aussi la réalité. Alors, c'est pas tout à fait exact. Quand on est invité, comme moi ce matin, parce qu'on est poli, bien éduqué, et que je pense que c'est efficace, on répond aux questions qui nous sont posées. Donc c'est un peu de notre faute. Mais moi, j'assume ma part de responsabilité. Vous considérez... C'est une question qu'on peut avoir, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans la discussion. Si vous considérez que dans la sphère médiatique, celle qui communique vis-à-vis des Français, nous sommes les seuls responsables, dont acte, nous sommes les seuls responsables. Quelle campagne de second tour après, si Emmanuel Macron se qualifie ? Comment ça va se passer ? Voilà, je pense que nous serons vraiment dans une confrontation de projet contre projet, d'ambition réelle et d'ambition fantasmée, d'une vision nostalgique de notre pays face à une ambition qui est tournée vers l'avenir. Je pense que nous aurons l'occasion de savoir si nous voulons plus d'Europe ou si nous voulons réellement sortir de l'Europe, parce que Mme Le Pen, même si elle ne le dit pas, propose de sortir de l'Europe par toute une série de décisions qu'elle a dans son programme. Mais ça veut dire que le président candidat sera plus impliqué, il pourra dégager plus de temps, tous les jours il fera campagne, contrairement à ce qu'il a fait ces dernières semaines. D'abord, il sera président jusqu'au bout, parce que l'urgence, y compris sur l'Ukraine, peut l'appeler à être mobilisé à tout moment, et vous savez qu'il sera président jusqu'au bout. Mais il sera aussi totalement engagé dans la campagne. Si des élus LR toquent à votre porte, Valérie Pécresse, selon les sondages, pourrait ne pas être qualifiée dimanche soir. Si des élus LR toquent à votre porte et proposent de soutenir la politique du président élu et de faire campagne, comment vous allez les accueillir et est-ce que vous leur dites oui ? Et dans ces cas-là, ils vont concourir sous quelle étiquette ? Mais nous allons les accueillir, comme nous accueillons aussi des élus du PS qui nous rejoignent, comme nous le faisons depuis 2017. Vous savez, le dépassement politique qu'a incarné, porté Emmanuel Macron, notamment en nommant Édouard Philippe, quelqu'un qui était un adversaire politique comme Premier ministre, c'est le fait de rassembler les meilleures volontés pour notre pays. Il y a de bonnes volontés dans les élus LR. Si certains aujourd'hui veulent s'engager sur le projet d'Emmanuel Macron, non pas sur leur projet, ils sont parfaitement les bienvenus à nos côtés. Ils ne sont pas les seuls. Je pense aussi aux militants écologistes, je pense aux militants socialistes. Beaucoup aujourd'hui sont dans le socle électoral d'Emmanuel Macron, mais nous devons encore conforter ces différentes puissances de rassemblement. Mais ils seront sous étiquette majorité présidentielle ou ils pourront garder leur étiquette LR ? Vous savez, aucune discussion, avec le soutien. Aucune discussion n'a commencé. Il n'y aura pas de discussion d'appareil. Mais s'il y a des candidats députés ou des députés sortants à l'Assemblée, qui soient dans le groupe PS ou d'autres groupes ou dans le groupe des LR qui veulent nous rejoindre, je vous le dis, ils sont naturellement les bienvenus. Mais ils ne seront pas automatiquement des candidats que nous soutiendrons. Il y aura des discussions avec chacun. Mais l'élargissement politique est plutôt une force quand d'autres nous proposent le rabougrissement. Si Emmanuel Macron gagnait cette présidentielle face à une Marine Le Pen puissante, à un score jamais atteint, elle pourrait n'avoir que peu de députés à l'Assemblée. Comment répondre à ce qui sera forcément, ce sera la réalité, factuellement, une forme de déni démocratique
de sous-représentativité. C'est notre mode de scrutin qui veut cela. C'est la raison pour laquelle nous voulons le changer, que nous voulons entrer une dose de proportionnel. Nous avions une double ambition, celle de diminuer le nombre de parlementaires et de mettre la proportionnelle. Elle a été bloquée dans les échanges avec le Sénat, mais nous devrons remettre son ouvrage. En attendant que la proportionnelle soit votée, comment répondre politiquement à ce qui peut apparaître comme un déni de démocratie? Politiquement, il y a un mode de scrutin pour les élections législatives que nous n'allons pas changer dans les 5 semaines qui viennent. Mais politiquement, de toute façon, c'est faire en sorte que, et c'est mon combat permanent à titre personnel et c'est notre combat, le Front National soit le plus bas possible dans cette élection. Donc, pas de politique d'ouverture, pas de Non, changement de gouvernance qui pourrait répondre à cette Je comprends votre question. Vous imaginez qu'Emmanuel Macron appelle Marine Le Pen pour participer à un accord gouvernemental. Je crains que ce soit un peu de la politique fiction et je sais que de toute façon, Marine Le Pen le refuserait. Merci Christophe Castaner d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI.